L'invité de Smart Impact, c'est Anthony Babkin. Bonjour. Bonjour Thomas, vous allez bien? Ça va bien et vous? Pas mal. Ouais, heureux de vous accueillir de nouveau sur ce plateau. Vous êtes le cofondateur, le délégué général de Diversidays, association créée en 2017 avec Mounira Hamdi. Vous vous définissez comme un entrepreneur social. Quel sens ça a pour vous? C'est fondamental, c'est pas un petit mot à côté, c'est le mot qui structure la démarche. Déjà, j'ai créé une association et pas une entreprise. La démarche est différente. C'était pas dans le but de m'enrichir, c'était plutôt dans le but d'aider initialement, et c'est toujours le cas d'ailleurs. Et social parce que je pense qu'on est nombreux dans la génération, on va dire, 18-35 ans, à considérer que cette question sociale, elle est restée vachement en suspens. Soit on l'a donnée aux mains du politique, soit on l'a donnée aux mains des associations, mais il n'y avait pas de corps intermédiaire qui crée ces ponts. Donc, immodestement, j'ai envie de dire, avec l'association, notre but, c'est d'essayer de raccorder un peu, finalement, des initiatives terrain. Donc, beaucoup d'entrepreneurs qu'on accompagne qui sont des acteurs de proximité. Et on essaye de les faire monter dans l'ascenseur en leur ouvrant des réseaux de dirigeants d'entreprise, des financeurs, des experts dans leur domaine. Ça peut aller de l'intelligence artificielle au financement d'un projet. Et donc voilà, notre but, c'est de créer des ponts donc social, parce que le but, in fine, c'est évidemment de créer une nouvelle génération d'entrepreneurs, aider des gens à se reconvertir professionnellement, mais c'est surtout créer des ponts, quoi. Avec qui, pour qui qui profite des services, de cette belle idée de Diversidays aujourd'hui? Initialement, avec Mounira, on est des purs produits de banlieue. On a grandi tous les deux dans l'Essonne, et avec des familles, on va dire, petite classe moyenne ou classe populaire. Et je pense que l'idée initiale, c'était vraiment de se dire comment on peut aider des gens qui viennent d'en dehors du périph', globalement, à prendre leur place dans les métiers de la tech. C'était l'idée initiale de Diversidays. Le numérique comme un levier... un ascenseur social. Un ascenseur social. Comment, grâce à la compétence numérique, on peut à un moment monter dans le navire et faire en sorte qu'avec des compétences clés, on devient CDIsable, on peut choper un job plutôt bien payé, plutôt rémunérateur, et sortir de sa condition initiale. Ça a fonctionné. 13 000 personnes ont été accompagnées via notre dispositif. Il y en a plus de 40% qui ont repris la route des études, rien que sur notre dispositif de reconversion pro. Mais en fait, ce sujet de diversité, on l'a étendu avec un grand S. J'aime bien parler des diversités aujourd'hui, parce qu'on se rend compte que les freins à l'entrée, ils peuvent être liés à l'âge, au niveau de diplôme, au lieu d'origine, bien sûr, à la condition sociale, parce que je suis dans un environnement socio-professionnel où on ne me parle pas de ces métiers. Typiquement, moi je vis en ce moment en ruralité, mon copain et moi on vit en ruralité, et je vois bien que les métiers du numérique, on n'en parle absolument jamais. Donc s'il n'y a pas quelqu'un qui est un peu... Oui, c'est pas que les banlieues, ça peut être rural, et ça peut être des personnes en situation de handicap aussi. Exactement, et aujourd'hui c'est plus de 15% de nos publics qui sont en situation de handicap, visible ou invisible, ça peut être un handicap auditif, moteur, aussi, je sais pas, quelqu'un qui a un TDAH, voilà. Et donc, c'est des gens à qui on va essayer d'apporter un maximum d'informations sur les métiers de la tech, du numérique, des perspectives professionnelles qu'ils peuvent avoir, et de tenter d'avoir un déclencheur positif. D'ailleurs, j'en parle, le programme s'appelle Déclic numérique, il recommence dans quelques semaines, donc c'est un programme gratuit. Donc 7 ans, c'est l'âge de raison. Un petit bilan. Est-ce que vous avez vu je voudrais peut-être qu'on peut focuser un peu sur le handicap. On vient de boucler de magnifiques Jeux paralympiques. Est-ce que vous avez vu sur ce thème-là les mentalités évoluer? En fait, je pense qu'il y a beaucoup d'autocensure, et en fait, la réalité pour des publics demandeurs d'emploi, mais en situation de handicap, je dis souvent, le syndrome de l'imposteur, il ne tombe pas tout seul. C'est parce qu'on vous fait comprendre à un moment que vous n'avez pas votre place légitime, ou que vous tapez à la porte de l'entreprise, qu'elle ne s'ouvre pas, etc., qu'on finit par douter de son projet professionnel. Donc je pense qu'il y a beaucoup de programmes proactifs comme les nôtres qui ont ouvert le champ des possibles, et surtout qui travaillent au changement des représentations. Et cette séquence qu'on vit en ce moment, elle est remarquable parce qu'on change les représentations. On voit quelqu'un qui est né peut-être sans bras, ou on voit bien ce nageur paralympique brésilien qui a fait une performance absolument remarquable. À la base, je pense que rien le prédestine à aller dans ce sport de haut niveau, et pourtant il a la médaille d'or. Et en fait, les gens sont ébahis, c'est-à-dire qu'on fait rêver à travers le handicap, et on ne voit plus le handicap finalement. Oui, et c'est une leçon qui vaut pour tous, de dépassement de soi, de ne pas se mettre des barrières, etc. Et je le vois, nous on a un parrain de l'association qui s'appelle Arnaud Assoumani, donc qui est né sans bras, et il lui manque un bras, et en fait il a une prothèse, il fait beaucoup de pédagogie là-dessus, et donc c'est l'occasion de remettre en valeur et en lumière des gens qui ont des parcours un peu hors normes. Voilà. Sauf que la réalité, c'est que ça, ce sont des athlètes paralympiques, ce sont des champions, et puis il y a le quotidien avec des gens qui n'ont parfois pas le pédigré de tous ces gens-là. Et donc à qui en fait il faut refaire de la proximité, remettre en confiance, montrer des dispositifs adaptés, travailler l'accessibilité, et là c'est plus laborieux. Et côté entreprise, est-ce que le regard aussi a changé?
Je suis très timoré sur les Ce que vous disiez, pardon, je Ouais. vais vous donner un chiffre, c'est 2018, vous évoquiez, alors ça ne concerne pas que les personnes en situation de handicap, c'est un chiffre général, 80 000 emplois non pourvus dans le numérique, donc ça veut dire qu'il faut quand même, je ne sais pas si c'est toujours le même chiffre aujourd'hui, mais un peu changer d'état d'esprit quoi, dans les modes de recrutement, de mindset. On va parler comme les recruteurs tech, mais il y a un mindset qui doit véritablement changer. Moi, ça fait 4 ans que je travaille jour et nuit pour changer le mindset de la French Tech, et je parle vraiment dans son ensemble, c'est-à-dire toutes les startups françaises. Aujourd'hui, les personnes en situation de handicap en France, le niveau minimum normalement d'une entreprise de plus de 20 salariés, c'est 6%. Aujourd'hui, sur le marché du travail, on est à 3%. Aujourd'hui, dans le monde de la French Tech, on est à 1%. Donc ça veut dire que un salarié sur 100 est en situation de handicap dans le monde de la French Tech, ce qui est tout à fait insuffisant, et ça reviendrait à dire qu'il n'y a pas de gens compétents pour travailler dans la French Tech si on est en situation de handicap. Et ça, vous prouvez que c'est faux? Je prouve quotidiennement que c'est faux, parce qu'on a 15% de nos bénéficiaires qui vont vers ces métiers-là et qui trouvent trop souvent porte close parce que les entreprises ne sont pas adaptées. Et pas seulement en termes d'accessibilité, j'ai envie de dire, pour une personne PMR ou quoi que ce soit, mais je parle véritablement accessibilité sur tout. Surtout sur l'espace de travail, sur le temps de travail, sur même la capacité à insérer ou inclure des personnes avec des singularités fortes. Donc le regard est peut-être un peu en train de changer. Il va falloir voir comment on transforme cet essai dans les mois qui viennent. Vous avez eu le bonheur de porter la flamme de ces Jeux paralympiques le 28 août dernier. Je crois que c'était pour représenter la ville où vous êtes né, c'est ça? Alors oui, je suis un natif d'Évry-Courcouronnes, et bon, il y avait un symbole un peu sympa, c'était sur la place de la République, et au-delà, oui, moi déjà c'est un message très fort. On est très nombreux de la ville d'Évry à avoir du talent, mais je me range dans les petits talents parce qu'il y a des gens qui ont fait des choses extraordinaires. Je pense au chanteur Niska, je pense à This Is Appel, je pense aux gens qui ont fait la lucarne, c'est ce concept événementiel d'une lucarne mobile qui est devenue la fenêtre la plus connue d'Europe. Je pense à Paul Lay qui a fondé labelvie.com, je pense à Ahmad de Bouscapé qui a créé le premier média rap R&B d'Europe. Je pense à plein de gens formidables et qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas suffisamment. Et donc c'est une manière aussi de redire que dans nos quartiers, dans nos banlieues, il y a des gens extrêmement talentueux et qu'on ne voit pas suffisamment dans des médias de grande écoute. Donc c'est modestement, c'est de dire, je porte cette flamme, mais dedans cette flamme, il y a énormément de gens auxquels je pense quand je fais ça, et de gens qui ont soutenu aussi l'association Diversité. Et vous avez croisé Jackie Chan ce jour-là? Alors, je lui ai donné des cours de Kung Fu. Je pense que vous avez mal regardé cette séquence. Bien sûr. Non, mais c'était incroyable. Le hasard a fait que je me suis retrouvé dans le même bus que lui. Ouais. Et tout le monde a fait son selfie, etc. Et puis après, plus rien. Et donc, je suis allé un peu le chercher. On a dansé ensemble. Il m'a donné des petites techniques et tout. Donc, il y a une séquence un peu drôle qui a tourné sur mes réseaux. Et c'était vraiment un moment un peu suspendu avec quelqu'un que tout le monde connaît et qui est un peu une star planétaire. Voilà. Donc, c'était fun. Ouais, bah oui, j'imagine que ça doit être quand même, c'est un beau souvenir classé assez haut dans votre armoire. Je reviens à l'essence de Diversides. Vous défendez cette idée, on l'a bien compris en vous écoutant depuis quelques minutes, que selon laquelle le numérique peut devenir l'ascenseur social du 21e siècle. Pourquoi le numérique? Pourquoi le numérique a ce potentiel? En vrai, je trouve que c'est une compétence qui est arrivée un peu vite. On parle de troisième révolution industrielle. Toutes les entreprises ont été prises de court. On a vu sur les 10, 15, 20 dernières années parler de transformation digitale, etc. Donc les entreprises ont été contraintes d'y aller. En revanche, sur la transition professionnelle, sur les reconversions professionnelles, on a été ambitieux. François Hollande avait créé la grande école du numérique. Il y a eu des dispositifs aidés. Il y a eu beaucoup de formations financées. Mais au final, la deuxième partie de la population, qui est moins proche des grands centres urbains, etc., a été moins informée. Alors qu'on parle de 800 000 professionnels attendus sur ces métiers d'ici 2030, en France. Donc ça veut dire que si on ne capitalise pas sur la reconversion professionnelle, si on ne forme pas les gens, si on ne les informe pas sur la force ou le potentiel de l'intelligence artificielle dans leur démarche professionnelle, sur la capacité à reprendre au moins une remise à niveau en termes de compétences sur des compétences essentielles, on met les gens en difficulté. Parce qu'il y a tout un tas de jobs qui vont disparaître, et c'est le sens de l'histoire, c'est-à-dire pas moi qui le souhaite. C'est-à-dire que il y a une étude de Google et de l'Institut... mince, j'ai oublié leur nom, mais je vais le retrouver. Une étude qui est sortie récemment sur les besoins en compétences et sur la transition. Et en fait, on voit qu'il y a un certain nombre de métiers, c'est 6% des jobs qui vont disparaître. Donc, faute de candidats ou de candidates pour... Non, parce que c'est le sens de l'histoire, elles vont s'automatiser. Oui, donc on est dans une réinvention des métiers. Alors donc on parle de quel métier? Évidemment, c'est pas seulement devenir codeur, quoi. Oui. Alors dans un sens, peut-être que d'ailleurs le métier de codeur, bien sûr, va se transformer aussi avec l'IA. Bien sûr, le no-code,
c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, on peut faire un site internet sans avoir des compétences de base. Alors, pas un site pas très élaboré, mais voilà. En revanche, non, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a un enjeu très très fort côté compétences, de se dire il y a des jobs qui disparaissent. Métier de comptable, le métier par exemple d'hôte de caisse, le métier, enfin il y a tout un tas même de métiers de l'industrie qui vont s'automatiser. En revanche, on va devoir interférer de plus en plus avec la machine, donc avoir des gens qui devront avoir plus de compétences techniques. Et par ailleurs, on va avoir besoin, la famille des métiers du numérique, c'est là aussi où il y a de la démystification à faire. On parle de 800 métiers dans cette grande famille. Donc vous pouvez être développeur, mais vous pouvez être UX designer, vous pouvez être community manager, vous pouvez être social media manager, vous pouvez être en charge de l'accessibilité d'un site. Donc c'est ces métiers-là qu'il faut faire connaître au plus grand nombre. Et c'est vrai que quand on ouvre un peu le champ des possibles, les gens se disent ah, pourquoi pas moi. Ouais. Il y a beaucoup il y a ce que Diversidays propose, mais beaucoup de lieux de formation finalement pour des gens qui n'ont pas forcément de bac, enfin qui se disent voilà, non, c'est pas pour moi, je vais pas y arriver. Quel conseil on peut donner? Déjà, c'est de démystifier. Sans le bac, il y a des écoles accessibles dans les métiers numériques. Je pense à Saint-Plon, je pense évidemment à 42, je pense voilà. Et d'ailleurs, c'est amusant parce qu'on revient à l'envie d'aller vers ces métiers, c'est-à-dire ou l'appétence. Et donc on voit ce qu'ils appellent la piscine chez 42, c'est le premier socle, c'est-à-dire si vous passez cette étape-là, ok, après c'est à vous de vous former et bienvenue dans la famille. Deuxième chose, c'est dans les métiers de la tech, on pense souvent aux métiers techniques, alors qu'il y a des métiers qui sont beaucoup plus de chef de projet web, d'accompagner, je sais pas moi, la transition d'un projet, etc. Et donc on parle pas de toutes ces familles de métiers qui sont beaucoup moins les mains dans le code ou les mains dans le cambouis, et beaucoup plus dans l'accompagnement d'une transition numérique. Allez, 30 secondes, vous avez un événement là qui arrive, vous nous en dites un mot. Il est dans 9 mois, il va s'appeler Unique au pluriel. Je ne vais pas révéler ni la date ni le lieu, mais ce qui est sûr, c'est qu'il nous manque notre grand rendez-vous de l'égalité des chances et de la lutte contre la discrimination en France. C'est un sujet, je fais toujours cet exercice dans les lieux dans lesquels j'interviens. Je dis souvent, mais est-ce que vous croyez à l'égalité des chances? J'ai aucune main levée. Et je dis, en revanche, je pose la question différemment, je dis, est-ce que vous pensez qu'il y a des solutions d'égalité des chances qui peuvent aider les gens? Et là, tout le monde lève la main. Donc, il y a un grand paradoxe chez les Français entre leur perception du sujet de l'égalité des chances et le fait qu'ils savent profondément qu'il y a des solutions utiles. Donc ce sera le grand rendez-vous des solutions de l'égalité des chances et de ceux qui les accélèrent. Donc rendez-vous premier semestre 2025 pour toutes les boîtes qui ont envie de s'engager sur ces sujets-là. Ça s'appellera Unique. Merci beaucoup Anthony Babkin et à bientôt sur Bismart. On passe au zoom de cette émission. Comment ne pas passer à côté des aides sociales?